Bon, mais bonsoir. Alors, comme le prochain séminaire, c'est le 3 avril, ça sera déjà le printemps. Peut-être les gens vont sortir de sous les couettes et comme on demande ici de façon répétée que les gens viennent en présence. Sinon, avec Bastien, on a décidé que la prochaine fois, chacun reste chez soi et on le fait depuis le lit. Lui est chez lui, moi chez moi, voilà. Et bon, alors, avant de commencer aujourd'hui, aujourd'hui on va revenir sur ce qu'on avait développé la dernière fois par rapport à la théorie de la situation, n'est-ce pas? On était resté dans un point très concret qui était celui d'après lequel la théorie de la situation ne vient pas de l'extérieur. J'avais cité Marx, quand Marx il dit la théorie arrive au prolétariat de l'extérieur, n'est-ce pas? Et nous, on avait dit qu'on pouvait comprendre un peu, si on avait envie de comprendre gentiment Marx, on disait, bon, il a raison parce que, bon. Mais dans tous les cas, pour nous, la théorie qui accompagne, et non pas l'idéologie, non, la théorie qui accompagne l'action, il est intrasituationnel aussi, c'est-à-dire qu'elle est coproduite au fur et à mesure que les corps et la situation matérielle et objective se déploient. C'est que j'ai eu des commentaires, surtout de la part des 3 jeunes Italiens, que tous les 3 ils m'ont commenté la même chose. Alors, j'imagine qu'ils sont là, ou ils seront là sur YouTube, je réponds. On va développer la différence entre théorie situationnelle et relativisme culturel, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ces jeunes-là, qui sont des jeunes étudiants italiens, non? Tous les 3, de façon différente, tous les 3, ils m'ont interpellé sur la même chose en me disant que c'était pas clair pour eux pourquoi, si la situation était d'une certaine façon non pas étanche mais fermée sur elle-même, c'est-à-dire que moi j'avais donné l'exemple de Leibniz avec la monade. Vous savez, Leibniz il va définir la monade, il dit la monade n'a ni porte ni fenêtre et elle contient le monde. Et alors les étudiants doivent répéter ça en terminale, ils doivent mettre la monade n'a ni porte ni fenêtre, elle contient le monde. C'est très peu probable que il y ait une intuition de ce que ça veut dire ça. Et alors, bon, effectivement, bon, voilà, la demande était ça, c'est-à-dire on va commencer à partir de ce point-là, du point que la théorie situationnelle est une production intrasituationnelle, et d'autre part, après, on va revenir sur la question du relativisme. Mais alors, avant, il y a 2 annonces. Un, c'est parce que les vendredis 22 mars, dans l'espace Atelier 44, on va mettre ça sur le site du collectif. Il y a notre ami Nicolas Lambert qui présente sa pièce de théâtre, dont il est auteur, comédien. Et si vous voulez venir, elle ne sera pas aussi publique, parce que sinon on sera obligé de faire tout. Alors, on va mettre, le titre, c'est La France Empire. La France Empire. Empire. 2 mots, un seul mot. Non, en 2 mots. En 2 mots, la France. La France, ça fait 2 mots. Ouais. Alors, pour nous, pour les métèques, on ne pourrait pas penser que ça pouvait être pire. Mais bon. Alors, voilà, donc on va mettre sur le site, c'est le vendredi 22 à 20h, voilà, dans l'atelier 44, vous verrez l'adresse, tout ça sur les murs, sur le site du collectif. Bon, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une invitée qui
j'ai trouvé par les plus grands hasards, c'est parce que figurez-vous, pour ceux et celles qui sont ici ou ceux qui sont de l'autre côté, vous serez très surpris parce qu'il s'avère que Rémi, le copain du collectif, pour une fois, il a arrêté de lire Camus et des commentaires sur Camus. Vous vous rappelez que voilà, il a mon auteur, il ne lit que Camus. Il a arrêté de lire Camus et il a eu une très bonne idée parce qu'il a lu un livre de Manon Souavi. Alors Manon Souavi a écrit ce livre-là. Alors la prochaine fois, ça sera Manon qui va être notre invité pour intervenir. Alors le livre de Manon Souavi que Rémi m'a conseillé de lire s'appelle... Voilà, non, ça s'appelle pas Recording in Progress, ça s'appelle Les maîtres anarchistes. Tsu Tsuda. Ça se prononce comme ça, Tsu Tsuda. Itsu Tsuda, pardon. Itsu Tsuda. Alors, l'expérience de Manon nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire, bon, moi je lis le livre, j'ai vu quelques choses à droite à gauche sur Internet. Et je trouve quand même, bon, moi je l'ai contacté, je lui ai dit que, voilà, nous, on pouvait être très intéressés par son travail, en tout cas moi très intéressé. Manon travaille sur un point que nous avons beaucoup évoqué, et même sans aller plus loin, la semaine dernière, le dernier séminaire, c'est un point sur lequel on revient beaucoup, qui est effectivement cette... hypothèse, cette hypothèse d'après laquelle une action décoloniale, un engagement décolonial, n'est-ce pas, doit partir effectivement d'une condition qui n'est pas une condition optionnelle, c'est-à-dire c'est pas une option, c'est pas morale, c'est une option objective, non, c'est quelque chose, une condition objective matérielle. C'est que la crise finale du monde del ser, comme on le dit dans la théorie coloniale latino-américaine, à la crise du monde del ser, une des conséquences, c'est qu'effectivement, l'idée cartésienne d'un sujet par rapport à un monde d'objets n'existait plus. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, l'idée de qu'est-ce qui agit, l'idée de non-agir, n'est-ce pas, n'est plus pour nous une sorte d'option. Vous voyez, c'est pas qu'on dit on pourrait agir, non agir, il pourrait avoir un sujet, il pourrait pas avoir un sujet. Le monde colonial est par excellence le monde effectivement dans lequel l'autoconstruction du monde, comme on l'a dit, n'est-ce pas, s'est développée d'après cette hypothèse théorique et pratique de la séparation binaire entre un sujet, un objet et tous les binarismes successifs. Donc, le monde du sujet n'est pas un monde du sujet dans le sens auquel Descartes va l'interpréter ou dans lequel l'ingénieur va le penser, mais pourtant est effectivement le monde dans lequel, d'après ces binarismes, il y a la position de l'ingénieur problème-solution, n'est-ce pas, problème-solution. Et tout ce qui est au milieu, c'est à écraser, à résoudre, à avancer, n'est-ce pas? Mais cette pensée linéaire et binaire, problème-solution, dans lesquelles, effectivement, est sous-entendue l'existence d'un sujet, qui est le sujet de l'agir. Alors, si nous, depuis longtemps avec Bastien, dans les séminaires, dans les bouquins, etc., on travaille sur la déconstruction de ce sujet-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on dit que c'est quand même la grande intuition de Foucault, qui pour nous reste à la frontière, il reste à la frontière, qui est la mort de l'homme. N'est-ce pas, quand Foucault va dire la mort de l'homme, il le dit, peut-être de façon trop métaphorique, trop provocante, et ce n'est pas vraiment ce qui était développé par la suite. Nous pouvons dire que le mouvement décolonial, la pensée décoloniale, est la pensée justement de « mais qu'est-ce que signifie la mort de l'homme ?» Et ça signifie effectivement une redistribution, un autre paradigme, un autre mode de concevoir le monde, n'est-ce pas, dans lequel, justement, si cet homme-là est mort, c'est parce qu'il n'y a plus un sujet par rapport à mon objet, n'est-ce pas?
Sauf qu'effectivement, la différence, on peut dire, avec Foucault, c'est que pour nous, il ne s'agit pas de la fin d'un épistème, c'est la fin d'un mode d'autoproduction matériel, objectif du monde, qui, comme on l'a vu plusieurs fois, à un moment donné, va trouver, avec la crise de l'Anthropocène, va trouver un moment des stops matériels. Alors, nous, on a beaucoup parlé, on a développé aussi la question de l'émergence des nouveaux sujets de l'agir, n'est-ce pas, pour voir comment petit à petit l'humain va perdre le monopole, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec l'autre sujet de l'agir, que ce soit un fleuve, un guénon, une forêt, n'est-ce pas. On a eu, comment s'appelait, excuse-moi, la juriste, c'est pas comme ça. C'est ça. Bien, on a travaillé donc d'un point de vue juridique, non, comment est-ce que les juristes devaient accepter comme un fait accompli le fait qu'il y a d'autres sujets de droit. Et comme toujours, ça vaut la peine de faire entre parenthèses l'idée comme ça, la blague qu'ils font de dire mais est-ce que le guénon, est-ce que la forêt va venir plaider? Ça c'est une fausse contradiction parce qu'un handicapé, un gravataire ne vient pas, il est représenté. La question d'être sujet de droit, ça signifie quand même effectivement surtout l'éclatement du monopole de l'humain occidental. Et deuxièmement, effectivement, l'idée de que, on doit partager, on doit cohabiter avec d'autres sujets. Mais les pas suivants, nous avons dit, d'un point de vue décolonial, pour les nations indiennes chez nous, par exemple, cette question de qu'il y a plusieurs sujets, de dire, mais je dois faire attention parce qu'il y a le sujet forêt, il y a le sujet fleuve, ce n'était pas non plus la chose. Pourquoi? Parce que dans la perception non moderne, comme on dirait le mot actuel, la haute perception, dans la haute perception non moderne ou pré-moderne, il n'y a pas une auto-perception comme un sujet. Parce que cette unité-là, dans aucune des ontologies, comme dirait Descola, ni le totémisme, ni l'animisme, ni l'analogisme, dans aucune de ces ontologies, les humains se perçoivent comme un sujet uni, n'est-ce pas? Soit on partage les totems avec un fleuve, avec un condor, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Soit tantôt une pierre possède une âme et un humain peut-être pas, vous voyez, donc dans une pensée plus radicalisée de la chose, si bien l'émergence d'une multiplicité de sujets de droit implique de fait la mort de l'homme, matériellement, objectivement, c'est ça la continuation de l'énoncé de Foucault, d'un point de vue décolonial, d'un point de vue des nations amérindiennes ou africaines, par exemple, ou en Mongolie, par exemple, même dire on est sujet parmi d'autres sujets est trop colonial encore, parce que implique l'idée d'une unification qui n'existait pas dans ces cultures-là. Alors, je disais, donc, le non-agir, du coup, correspond non pas à une option, c'est pas qu'on dit on peut soit être dans l'agir comme l'ingénieur, soit être dans le non-agir. On disait, effectivement, le non-agir correspond tout bêtement à une réalité de non-sujet, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un agir. Par contre, il y a une action de l'ensemble de la situation. C'est ce que j'ai trouvé avec Manon Soavi. Dans ces livres-là, Manon, elle explique ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai contactée, on a décidé d'essayer de travailler un peu ensemble, non? Et elle va nous expliquer un tout petit peu, parce qu'effectivement, c'est l'idée d'une préoccupation qui vient du taoïsme qu'elle connaît bien, qui vient de sa pratique corporelle. C'est là où c'est très différent les voies par lesquelles Manon et son père Régis, dans un dojo à Paris, un dojo aussi à Toulouse, en Italie, à Montréal, dans plusieurs dojos. Mais c'est pas
c'est pas une sorte d'entreprise avec des succursales, non? Sont des expériences très particulières, mais tout à fait différentes de celles que je connais, de celles que les gens du collectif ou les gens des groupes des nations indiennes avec lesquels on marche depuis des années. Il est très très différente l'expérience, parce qu'effectivement, Manon et son père, ils ont fondé des dojos autogérés, n'est-ce pas, qui incorporent, contrairement à la pratique des arts martiaux en Occident, qui deviennent des armes de combat, n'est-ce pas, et qui laissent de côté la philosophie de la chose. Ça va avec la philosophie de la chose, ça va, mais avec une ouverture très intéressante, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter une sagesse en plastique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de vouloir être sage en rentrant du bureau dans lequel on a investi dans les 440, mais on veut un peu de sagesse parce que ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est vraiment une expérience d'ouverture. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette ouverture-là va l'opérer Manon avec son bouquin, n'est-ce pas? Parce que du coup, ces pratiques des lieux d'expérimentation, d'une vie différente, dans lesquels, dans notre jargon à nous, ça serait résister, c'est créer, n'est-ce pas? Il y a une création très intensive, mais qui reste dans une marginalité voulue, joyeuse voulue, par rapport à un certain flou de la société. Et Manon ouvre la porte, et à ses risques et périls, parce qu'effectivement, du coup, quelqu'un qui est dans le non-agir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui à la fois est dans cette pensée de non-agir, mais qui à la fois facilite l'action, n'est-ce pas? Et tout à coup, effectivement, c'est ce que moi je le dis, la conscience de dire, bah ça ne nous intéresse pas à eux et à nous, ça c'est pour nous un axe central aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent, avec l'agir de l'ingénieur, avec la prise du pouvoir, avec les changements politiques, on va résoudre les problèmes, sans se rendre compte que l'agir de l'ingénieur, la prise de pouvoir, l'agir politique classique font part centrale du problème, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, voilà, pour ceux et celles qui voudront d'ici au 3 avril, la prochaine séance du séminaire, lire le bouquin, comme ça sera plus intéressant encore la rencontre avec Manon. Voilà, je voulais faire part de ça parce que pour nous, c'était quand même assez étonnant, cette rencontre dans laquelle on trouve quelqu'un qui est, un groupe comme ça, qui a fait de cette étude de non-agir dans une pensée de ce qui va permettre l'action, n'est-ce pas, par une voie tout à fait différente, t'es arrivé à ces points centraux. Alors voilà, c'est ça. Et bon, alors, bien. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on va un tout petit peu faire des sur place, non? On va faire un tout petit peu sur place par rapport, alors je vais revenir au petit dessin qu'on avait fait la dernière fois. Par rapport à, on voit le petit tableau? Oui, on le voit. On avait dit comme ça, non? J'avais donné un exemple par rapport à la pensée situationnelle, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais appelé les points, la situation G, pas le point G. Bon, situation 1, 2, 3, on fait. Moi, j'ai essayé par rapport à l'émergence de la pensée globale, parce que les points étaient comment nous pouvons expliquer notre hypothèse d'après laquelle il faut agir local et penser local. Et en disant même que
toute pensée globale était une illusion. Et une illusion impuissante, n'est-ce pas? Alors, je disais, pour donner un exemple, je disais, on peut imaginer que là, il y a quelque chose que, pour aller vite, on va appeler, je vais vite parce qu'en plus, bon, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, mais bon, c'est important pour pouvoir développer un peu plus. Non? Je vais dire, de façon un peu vite, on disait que là, il y a une barre de fer qui mesure, dans les sens occidentaux, voilà, classiques du patron, n'est-ce pas, comme ils sont dans les musées, non? Un mètre. Vous savez, il y a les maîtres patrons, qu'on appelle. Étalon. Alors, comment? Le maître étalon. Les maîtres étalons, on ne l'appelle pas les maîtres patrons, et c'est les maîtres étalons, voilà. Comme vous savez, et moi j'ai... Et alors donc... Et la France Empire. La France Empire, absolument. Je disais que dans la vision, je prenais l'exemple, pour parler d'un exemple concret des pensées coloniales, j'avais pris l'exemple de cette pensée, de ce qu'on appelle le cerveau bayésien. Alors Bayes, c'est quelqu'un qui a vécu à la fin de 1700, bon, peu importe, son hypothèse par rapport au cerveau, c'est que le cerveau émet des hypothèses qu'après il corrige plus ou moins la capacité de corriger, etc. Alors il va dire quoi? On va dire que, vu depuis la situation, ça c'est la situation 1, depuis la situation 1, cette barre de fer mesure ça, n'est-ce pas, parce qu'elle est vue de là, n'est-ce pas? Depuis la situation 2, la barre de fer mesure comme ça. Et depuis la situation 3, on peut dire qu'elle mesure presque 1 mètre, vous voyez? C'est-à-dire que si je suis dans la situation 1, quand mon corps est situé, n'est-ce pas? Depuis la situation 1, vous savez, c'est Spinoza et Leibniz qui vont dire les points de vue ne dépendent pas du sujet. C'est les sujets qui dépendent du point de vue. C'est quand même un tournant matérialiste important, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le sens auquel, et pour Spinoza, en tous les cas, c'est pas très étonnant parce que son anticartésianisme était radical, pour Leibniz c'est un peu différent, mais bon, dans tous les cas, ça veut dire que dans aucun cas, mon expérience de la barre de fer va dépendre d'une subjectivité quelconque. C'est-à-dire qu'à vrai dire, le sujet qui regarde, les sujets qui regardent, fait partie, le sujet fait partie d'un élément de la situation. C'est-à-dire que les sujets, donc n'est pas, les points de vue ne dépendent pas du sujet, le sujet qui adopte ces points de vue, qui est depuis ces points de vue-là matériel, dépend du point de vue. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un point de vue matériel, et comme un élément dans la situation, il y a des sujets. C'est-à-dire, pour le dire avec un autre référent qu'on a beaucoup utilisé aussi avec Bastien, du point de vue de Simondon, on pourrait dire que si là, il y a des sujets individués, non, individués, donc séparés, découpés, etc., s'il y a des sujets ici, c'est parce qu'ils dépendent du mouvement d'individuation, qui est le mouvement de la situation. C'est-à-dire que la situation matérielle objective est la base, les fondements des processus d'individuation. Donc l'individuation qui veut dire que des entités existent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y ait un découpage, qu'il y ait des éléments multiples et variés, dont des sujets, eh bien, les individus ne précèdent pas l'individuation. Ne précèdent pas l'individuation. C'est-à-dire que l'individu dépend de l'individuation. Alors, dans l'individuation, en tant que processus matériel et objectif, il y a aussi la construction d'un objet, la production d'un objet, qui est la production de ma perception de la barre de fer, pour dire comme ça. D'accord? Alors,
pour aller vite un peu là-dessus, parce que c'est une reprise de la dernière fois et aller à la question et du relativisme et des points de vue scientifiques. Voilà, l'autre question qui m'était posée, c'était par rapport au point de vue scientifique. Alors, effectivement, nous devons nous rappeler quelque chose qu'on avait développé beaucoup avec Bastien l'année dernière et dans nos 2 derniers bouquins aussi, qui est cette, plus qu'hypothèse, n'est-ce pas, cette position, non, d'Ernest Cassirer, le phénoménologue, dans laquelle il dit l'objet n'est pas la source de la connaissance, il dit Cassirer, mais le produit du processus de connaissance, et il a une fonction régulatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'activité de connaissance, non, de chaque sujet ou de chaque situation qui produit un objet, mais pas à partir de rien. Ici, il y a une fonction x. La fonction x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas produire n'importe quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a ici une sorte de dialectique dans laquelle il n'y a pas... on se sépare du réalisme naïf qui dit les choses existent en soi et pour soi. C'est-à-dire que ici, il y a une barre de fer d'1 mètre, n'est-ce pas? Et je dois la capter. Alors, c'est ce qui va dire Bayes, c'est ce qu'ils vont dire, vous savez, tous les neurosciences, toutes les sciences cognitivistes, tous les cognitivismes actuels. Je disais la dernière fois que c'est l'exemple même de la pédagogie des compétences, etc., qui vont dire, nous devons nous arranger pour que dans chaque situation, les sujets constitués dans les situations aient une perception optimale, comme ils disent les neuroscientistes, n'est-ce pas, optimale de l'objet. Alors, là, je disais la dernière fois, et c'est quand même, à mon avis, un point très important, nous voyons comment les mondes algorithmiques, les mondes actuels, est un monde d'un réalisme naïf et disciplinaire, n'est-ce pas? Naïf, parce qu'ils pensent que les choses existent en soi et pour soi, et que nous, on doit les connaître le mieux possible telles comme elles sont. Et disciplinaire, pourquoi? C'est pour ça que j'ai parlé de l'école des compétences, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est l'école majoritaire, c'est les tendances pédagogiques majoritaires, parce qu'ils disent il faut éduquer, ça signifie s'arranger pour que nos enfants aient une perception optimale. Optimale, ça veut dire que tous, dans toutes les situations et au-delà des points de vue, aient la même perception de X. Mais là, j'ai mis X. Pourquoi je mets X? Parce que si nous sortons du réalisme naïf, on dit, là, il n'y a pas quelque chose qui existe sous une forme univoque. Oui? Là, il n'y a pas quelque chose qui existe sous une forme univoque. On dit, il y a une production de l'objet. La production de l'objet, ça veut dire que dans la situation 1, dans une interaction avec X, n'est-ce pas? Je veux dire X comme, justement, pour les rendre flous. Hein? C'est-à-dire, il y a un flou là. Hein? C'est-à-dire, je pars de la base d'une contestation du réalisme naïf, n'est-ce pas? Alors, je ne dis plus barre de fer d'un mètre, je dis X. Ici, il y a un X, n'est-ce pas? Alors, à partir de X, dans une interaction avec X, dans chaque situation, on va produire un objet différent. Vous comprenez? Alors, c'est quoi la fonction de X? Eh bien, la fonction de X est une fonction régulatrice. Ça veut dire que si bien la production de l'objet dépend de la situation, du point de vue, etc., n'est-ce pas? Si l'objet en question n'est pas la source du savoir, mais est le produit d'une interaction, quand même, ici, ce n'est pas un vide, vous comprenez? C'est-à-dire que le réel, c'est comment nommer le réel en les séparant de la réalité. La réalité est une construction déjà faite, disons, n'est-ce pas? La réalité, bien que dynamique en permanence, est quelque chose qui émerge, c'est ce qui est déjà individué, n'est-ce pas? On va appeler réalité l'ordre
dans chaque situation dans laquelle tout existe, et les humains, et les animaux, et l'inerte, est distribué d'une certaine façon. Alors, là, on va l'appeler le réel. Alors, le réel, du réel, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un X non négociable. Vous voyez, c'est-à-dire quoi non négociable? C'est-à-dire que je ne peux pas, dans aucune des situations, je peux construire n'importe quoi en faisant référence à X. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que depuis très longtemps, nous, en épistémologie, on écrit des articles et en logique mathématique avec Hermann Agdak. On avait publié un bouquin aussi dans lequel on a avancé l'idée épistémologique de ce qu'on appelait la X-tolérance. La X-tolérance. Qu'est-ce que voulait dire la X-tolérance? Ça voulait dire que X, c'est-à-dire cet objet flou, pour dire comme ça, n'est-ce pas, tolère certaines productions et ne tolère pas d'autres. Vous comprenez? Alors, pour ne pas trop se faire la gamberge, comme ça, flottante, on peut dire que si moi j'ai dit la loi de la gravitation universelle de Newton, je m'en fous et je me balance d'un 16e étage, bah, X ne tolère pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'air réel va faire que vous vous écrasez comme une pizza pour 6 étages plus bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que la X-tolérance, ça veut dire ça. L'X-tolérance, ça veut dire que vous pouvez, dans des situations différentes, produire, parce que l'objet est donc les fruits d'une production. Ce n'est pas la source, mais c'est les fruits d'une production. Vous pouvez produire, et vous produisez des objets différents, simplement vous ne pouvez pas produire n'importe quoi parce que X ne tolère pas. Bon, vous comprenez quand même, j'espère, que ça n'a rien à voir avec la subjectivité, ça. Parce que la subjectivité ou le subjectivisme voudrait dire que le point de vue dépend du sujet. Or, qu'est-ce que je dis, Gunther, au départ? C'est le sujet, le produit de la situation. Que le sujet dépend du point de vue. Et les produits de la situation. Oui, voilà. Tu vois, mais voilà. Donc, au moins, oui, c'est l'avantage de Gunther qu'il est là, objectivement, que je peux lui poser la question et lui donner une note. Mais il faut que c'est ça passe. sûrement. Mais il faut que ça passe par le sujet. Si, il passe par l'existant. Il passe par des sujets existants. La production de l'objet passe par des sujets individuels existants. Mais ce que je voulais dire là, c'est que dire effectivement qu'il y a une production objective d'objectivité, vous comprenez? C'est-à-dire que cet objet-là que je viens de produire ici n'est pas une production subjective, est une production objective d'objectivité. N'est-ce pas? L'objectivité elle est donnée par l'effet X-tolérant, c'est-à-dire je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas créer n'importe quel objet. Oui, là il y a la rébellion. Oui, non, ce n'est pas une rébellion, mais j'essaye de saisir un peu la métaphore graphique. L'objet en question, le réel de l'objet, il existe de par plusieurs situations. C'est-à-dire que si je prends bêtement ta barre de fer, il faut 2 points de vue pour en connaître le réel. Un point de vue dans l'axe et un point de vue perpendiculaire. Non. Là, c'est le menuisier qui parle. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est parce que toi, tu es dans une situation Tu es dans une situation en tant que menuisier. Oui. Là, on est dans plusieurs situations. Le réel, le X, intervient comme régulateur dans chaque situation différente. Tu vois, qui dit la production de chaque situation peut être très différente. Et de fait, elle est souvent très différente. Mais cette production d'objets, aussi différente soit-elle, elle est objective. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle est objective dans le sens auquel elle dépend des coordonnées des productions situationnelles. Alors, je vous donne un exemple en neurologie. Par exemple, quand on dit le mirage, un mirage d'un point de vue neurologique, non? D'un point de vue neurologique, un mirage. Quelqu'un vous dit un mirage, c'est se tromper dans la perception. Eh bien, d'un point de vue neurologique, pas du tout. Un mirage est
ce qu'avec un stimuli X, on peut dire que X agit comme un stimuli. D'après votre cerveau, mais votre cerveau dans un corps et dans une situation donnée, le désert du Sahara par exemple, dans cette coordonnée objective, c'est tout à fait normal que votre cerveau produise l'objet oasis. Mais cette production n'est pas subjective. Tu vois, ça correspond à des coordonnées physico-chimiques très concrètes. C'est-à-dire que tu mets quelqu'un dans cet angle-là, dans cette ambiance-là, avec un cerveau construit comme ça, il va produire avec les stimuli X l'image d'un mirage. Vous comprenez? C'est pour ça que de dire que le mirage est une illusion, ça a aussi peu de sens que de dire que la fameuse pièce de monnaie que vous placez entre vous et le soleil selon un certain angle n'est pas plus grande que le soleil. Si vous enlevez la pièce de monnaie, vous vous brûlez la rétine. Il y a une production objective d'objectivité. C'est pour ça qu'après, ce qu'on va appeler juste la vérité est ce point de réel qui ordonne la situation. Et c'est pas parce que le mirage n'est pas le reflet mécanique d'une réalité extérieure qui serait structurée ainsi que cette réalité, enfin cette vérité n'est pas universelle, mais elle n'est pas universelle au sens abstrait, elle est universelle au sens d'un universel concret pour et par cette dimension, et non pas dans tous les mondes possibles. Donc, et là, le concept hegelien d'universel concret vu de notre point de vue, ça veut dire exactement ce qu'il dit Bastien, c'est-à-dire que mettons les cas de mirage, mettons les cas de quelqu'un qui met une pièce de monnaie entre lui, ferme un œil entre lui et le soleil. Il va dire, ça couvre le soleil. Eh bien, on dit, où est le côté universel et universel concret? On dit, n'importe qui mis dans cette condition-là, physico-chimique, ambientale, etc., va produire avec ces stimuli X, ces produits-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça veut dire ça, concrètement dire, comme il dit Leibniz et comme il dit Spinoza, que le point de vue, contrairement à Descartes, le point de vue dépend, les sujets, pardon, dépendent du point de vue. Et pas le point de vue, ça veut dire le point de vue matériel, c'est-à-dire votre corps, la situation physico-chimique concrète. Dire que les sujets dépendent du point de vue, ça veut dire ça, ça veut dire que c'est un universel, vous comprenez? C'est un universel, c'est-à-dire que dans ces coordonnées-là, il y a un universel, mais un universel concret. Pourquoi? Parce que c'est pas un universel dans le sens de que dans toutes les situations possibles, on dirait dans tous les mondes possibles, il y aurait un objet qui serait toujours pareil. C'est ça que l'autre jour, moi, j'ai essayé de développer avec l'école des compétences, l'école néolibérale actuelle, ou la psychiatrie, la psychologie clinique actuelle, n'est-ce pas, avec l'idée du biais cognitif. L'idée du biais cognitif vient de ça, vous comprenez, de cette position totalitaire, totalisante, qui va dire il faut arriver à faire en sorte que tout le monde, indépendamment de la situation où il se trouve, indépendamment de son corps situé, ait la même construction d'objets. Vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste tellement, et c'est pour ça qu'avec Bastien on dit on va faire un peu sur place là-dessus. Parce que vraiment là il y a quelque chose qu'on peut le comprendre rapidement, sauf qu'on a tout à fait intérêt de le comprendre pas si rapidement que ça, parce que c'est ni plus ni moins qu'entre autres la tyrannie de l'algorithme. Vous voyez pourquoi? Parce que dans les mondes algorithmiques, effectivement, on crée l'illusion de que dans toutes les situations, il y a une même perception. Pourquoi? Parce que c'est 100 corps. Vous comprenez? C'est les 100 corps de l'algorithme qui fait qu'effectivement, apparemment, dans toute situation, c'est la même chose. Je vais t'embêter. Moi, mais pas trop. Non. Pas tous les deux en même temps. L'origine, c'est pas ta distinction lumineuse entre fonctionner et exister. Pour fonctionner, effectivement, il faut se mettre d'accord de façon objective. Pour exister, à ce moment-là, ça change tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est... Alors, si tu commences en disant que c'est
perception lumineuse de ma part, ça va. Alors là, j'accepte. Non, et si, c'est la différence, absolument. C'est de, il y a aussi CR et star aussi. Absolument, c'est tout à fait parce que si tu veux, effectivement, l'idée de réalisme naïf, que je répète, vous comprenez, c'est pour ça que, disons, il faut faire sur place. L'idée de réalisme naïf, c'est l'idée totalitaire la plus brutale qui peut exister, vous comprenez? Pourquoi la plus brutale? Parce que quand vous avez une tyrannie exercée par des humains avec une idéologie qui s'oppose à vous, il y a une altérité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux s'opposent à votre existence. Dans la tyrannie algorithmique, dans la tyrannie néolibérale actuelle, eh bien, l'idée, c'est quand même qu'on fonctionne. Et fonctionner, ça signifie faire semblant, non, de façon presque transhumaniste, non, de pouvoir avoir, dans tout point de vue, dans la cordillère des Andes, en Suisse, à Paris, quel que soit le point de vue, la même perception. Chose que c'est là qui réside les côtés impérialistes, oppressifs de cette perception que je vous rappelle, une fois encore, et c'est une horreur, c'est la base de la pédagogie dominante actuelle. Mais que la perception soit différente selon le point de vue, oui, mais que la réalité de la fonction X soit la même. Non, c'est le pas réel de la fonction X. Non, alors la fonction X, la pesanteur, elle existe partout, dans les cordillères des Andes comme en Seine-Saint-Denis. Pas de la même façon. Mais les problèmes de la gravitation universelle, c'est qu'elle n'est pas universelle. Mais dans tous les cas, la fonction X qui est une fonction de vérité, non pas d'une vérité dans le sens aletheia, non pas dans le sens de dévoiler quelque chose. La vérité, là, on l'utilise dans un sens très soft, pour dire comme ça, épistémologique, qui est ce qui fait trou dans les savoirs, c'est que tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas construire au-delà d'un top. La vérité, c'est ce qui fait top en savoir, ce qui dit non. C'est pour ça qu'on parle épistémologiquement des X tolérances, c'est ce qui tolère ou tolère pas. Alors, la fonction X est celle qui fait que dans chaque situation, dans chaque point de vue, effectivement, il y a une production objective d'objectivité qui n'est pas la même, mais qui ne peut pas être n'importe quoi. Qui s'occupe que ce ne soit pas n'importe quoi? Parce que X tolère, on ne tolère pas certaines formations. Il ne faut pas voir le X comme un en soi, il faut voir le X comme une dynamique qui est produite par le frottement des parties. C'est-à-dire que c'est un peu la distinction qu'on fait entre borne et limite. Le X n'est pas une borne, le X est une limite qui fait effectivement, voilà, qui répond que si tout est possible, rien n'est réel. Voilà, mais il ne faut pas voir le X comme un élément effectivement qui serait en soi et présent, prédonné dans chaque situation. Il est le produit des frottements des parties. J'ai mal à me détacher de la barre de fer vue sous différents angles. Oui, non mais alors on va venir à la barre de fer. En quel monde est une barre de fer? Effectivement, comme dit Bastien, là, pour comprendre ça aussi, on peut utiliser cet axiome, disons, de l'épistémologie qui dit « si tout est possible, rien n'est réel ». Vous voyez? C'est même pas aller au-delà du principe des contradictions, n'est-ce pas? C'est-à-dire A et non A sont possibles. Si A et non A sont possibles dans certains mondes. Mais ça ne veut pas dire que tout est possible. Il y a des possibles qui sont possibles conditionnés par le monde concret. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, vous savez, c'est les deux moines bouddhistes qui sont dans un monastère, alors ils vont voir le maître, ils lui disent « Maître, il y a une limace qui bouffe nos salades ». Et alors il y a ces moines qui disent « Il faut tuer la limace parce qu'il bouffe la salade ». Et moi j'ai dit « Non, il ne faut pas tuer la limace parce que c'est un être vivant ». Et alors le maître, il réfléchit et il dit « Eh bien, tous les deux, vous avez raison. » Alors, ils sont fâchés, les autres, non? Et alors, ils vont voir les rabbins des temples à côté, non? Et ils leur disent, ben, écoutez, il y a un moine qui dit qu'il faut tuer la limace, l'autre qui dit qu'il faut protéger la limace, et notre maître qui dit que tous les deux, ils ont raison. Qu'est-ce que vous pensez, rabbin? Et alors, le rabbin, il dit, tous les trois, vous avez raison. Voilà. Même dans ces cas-là,
nous sommes dans des possibles limités. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces blagues-là, qui sont les blagues des logiques floues, n'est-ce pas? C'est les blagues d'effectivement, pas tout est binaire, etc. Même dans ce sens-là, effectivement, on peut dire que jamais tout est possible, parce que tout est possible, ça signifie la non-existence absolue. Vous voyez? Alors, effectivement, donc, nous disons, alors là on comprend ces réactions des trois Italiens qui m'écrivent pour me dire, mais alors les relativismes, alors les relativismes, parce qu'ils disent, bon, mais donc, entre la situation 1, 2, 3, c'est relatif, n'est-ce pas? C'est relatif, ça ressemble au relativisme. Alors on va aller voir pourquoi ce n'est pas du relativisme. Alors on dit, dans quel monde, là, là je suis en train de faire comme d'habitude, en avant, j'avance de façon spiralaire, hein, c'est-à-dire je reviens à ce qu'on a dit la dernière fois, mais je reviens avec un tour de plus. Je dis ça pour demander votre patience, bienveillance. Alors, G c'est quoi? G c'est le global, je sais, et G c'est Galilée. On met Galilée comme point d'inflexion de l'émergence de la science, n'est-ce pas? Alors, Galilée, il va avancer l'hypothèse d'après laquelle il y a des sciences que du mesurable, n'est-ce pas? Mais par contre, ce que la science mesure, elle est vraie dans tous les mondes possibles. Pourquoi? Eh bien parce que Galilée se passe du sujet de la connaissance pour construire sa connaissance, vous comprenez? C'est-à-dire que dans la science galiléenne, et donc la science occidentale, on se passe du sujet de la connaissance parce que le sujet de la connaissance ne doit être, pour quoi que ce soit, dans la connaissance produite. Vous comprenez? Alors donc, effectivement, si je développe la science en sens galiléenne, je peux dire que le G c'est Galilée et c'est global. C'est un universel que nous on nommons universel abstrait. Pourquoi? Parce qu'il va dire, comme la connaissance de l'objet se passe du sujet, ce que je connais d'après les règles de la science occidentale, de la mesure, etc., est vrai dans tous les mondes possibles. Du sujet et du contexte. C'est pas du sujet, du contexte, absolument, c'est pas de tout ce qui soit situé. C'est pas tout ce qui soit situé. J'avais sorti la citation du CERN, tu sais. Vas-y. En parlant, j'ai ressorti une citation du CERN qui vient d'un ensemble de textes qui s'appelle La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, dans lequel Husserl analyse je ne sais même pas s'il emploie le terme, mais je crois qu'il parle de la rupture galiléenne en fait. Hein. Oui. Voilà. Alors c'est un texte qui est paru au milieu des années 50, mais qui en réalité a été écrit dès le milieu des années 30. C'est important quand même dans le contexte de l'Europe et de l'Occident. Galilée, dans le regard qu'il dirige sur le monde, et à partir de la géométrie et à partir de ce qui apparaît comme sensible et mathématisable, fait abstraction des sujets en tant que personne, porteuse d'une vie personnelle, abstraction de tout ce qui appartient à l'esprit en quelque sens que ce soit, abstraction de toutes les propriétés culturelles qui échoient aux choses dans la praxis humaine. De cette abstraction résultent les choses purement corporelles, mais prises cependant comme des réalités concrètes et thématisées dans leur totalité comme formant un monde. On peut bien dire que c'est seulement avec Galilée que l'idée d'une nature en tant que monde des corps, réellement séparée et fermée sur soi, vient au jour. Ce fait, concurremment avec la mathématisation devenue trop vite une évidence, produit une conséquence, une causalité naturelle close sur elle-même, dans laquelle tout événement reçoit une détermination univoque et a priori. Il est manifeste que par là même se trouve également préparé le dualisme qui bientôt apparaîtra chez Descartes. Voilà. Alors effectivement, il apparaît, oui, quelques années, c'est concomitant. Au fait, voilà, c'est-à-dire que ce qui va créer la science occidentale, c'est l'idée de que ce que je peux séparer, n'est-ce pas, comme élément de la nature, cette séparation correspond à une vérité objective et qui n'a, comme tu viens de dire en lisant Husserl, n'a rien à voir ni avec mon corps, ni avec mon histoire, ni avec mon environnement. Rien. Vous comprenez? C'est la séparation radicale. Et c'est dans cette séparation radicale, ni plus ni moins, de par l'effacement du sujet,
l'émergence du sujet de la connaissance, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une sorte de ping-pong, vous comprenez? Ça rebondit. C'est parce qu'on vide le sujet de tout contenu corporel, historique, pulsionnel, tout, n'est-ce pas? C'est parce qu'on vide ces sujets-là en créant un soi-disant monde d'objets objectifs en soi qu'on crée les sujets cartésiens. Vous comprenez? Qui est un sujet vide. C'est le sujet justement non soumis à aucune contrainte corporelle, historique, politique, je ne sais rien, génétique. Bon, alors, effectivement, donc G va créer ni plus ni moins qu'un principe, qui est le principe de l'universel, c'est le principe fondamental. Alors je disais la dernière fois, pour aller vite, effectivement, à partir d'un certain moment, pour être légitime, il fallait être universel, et universel, ça voulait dire scientifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça veut dire mathématisable, répétable, etc., n'est-ce pas? Et alors, tout le monde dit, moi, je suis scientifique, alors c'est le marxisme, c'est le matérialisme scientifique, la psychanalyse voulait être scientifique, la médecine veut être scientifique, vous voyez, tout veut être scientifique, n'est-ce pas? Et on va voir surgir après des horreurs comme la science prolétarienne, n'est-ce pas? Et de façon, pour ne pas se fâcher avec les amis, l'idée de la science décoloniale, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, on est tout à fait colonisé dans nos têtes et on dit, il y a une connaissance qui est vraie, il y a une connaissance qui est vraie. Alors je ne vais pas me priver dans mon activité du label vrai. Vrai. Vrai dans tous les mondes possibles. Vrai, ça veut dire dans tous les mondes possibles, donc universel. Alors, c'est vrai dans tous les mondes possibles va agir effectivement, non pas au-delà du vécu des gens, mais contre le vécu des gens. Quand G arrive dans n'importe quelle situation, la première chose qu'il va faire, il va délégitimer tous les savoirs pratiques, de l'expérience, de l'existence, effectivement. Non. Est-ce qu'on ne peut pas dire, au lieu de vérité, exact, puisque les sciences disent eux-mêmes, ils sont des sciences exactes. C'est l'exactitude, oui. Dans toutes les langues que je connais, il y a deux mots complètement différents. Il y a exact et vrai, richtig. It's right, it's true, etc. Bien sûr. Exact, c'est encore peut-être plus puissant dans le sens scientiste qu'est vrai. C'est encore plus, parce que l'exactitude, c'est ce qui va donner la valeur à la vérité, disons. Mais donc, qu'est-ce qu'il va faire dans la pratique? Qu'est-ce qu'il va faire dans la pratique? Dans la pratique, cette production d'un sujet de la connaissance cartésien, comme ça, séparé de toute pratique, eh bien, voilà, c'est-à-dire c'est tous les savoirs d'une tribu, tous les savoirs des femmes, tous les savoirs du peuple, tous les savoirs prolétaires, vous comprenez? Tous les savoirs de la périphérie, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Il reste, non pas, c'est pas qu'on va dire on n'est pas d'accord, sont des erreurs, les biais cognitifs, vous comprenez? C'est les biais cognitifs. Okay. Donc, que c'est ni plus ni moins que la théorie aujourd'hui de la psychothérapie cognitiviste dans laquelle si vous fumez, c'est parce que vous avez un biais cognitif. C'est-à-dire que c'est pas que vous fumez parce que dans votre construction singulière, à partir des failles, à partir de l'histoire, à partir d'une infinité d'éléments qui constituent votre résultante. Non, si vous fumez, c'est parce que vous avez un biais cognitif. Parce que l'objectif, pas fumer. N'est-ce pas? Alors, je reviens là-dessus parce que vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que crée des pratiques disciplinaires, répressives, etc. Alors donc, effectivement, G va dire dans tous les mondes possibles, et il va créer dans la pratique une sorte effectivement de distorsion perceptive. C'est quoi la distorsion perceptive? La distorsion perceptive, c'est que, par exemple, un latino-américain va se percevoir comme pas tout à fait comme il faut. Vous voyez, c'est-à-dire on veut être
blond et parler anglais et vivre dans une maison. Vous voyez, moi quand j'étais petit, par exemple, être adulte, ça signifiait par exemple vivre dans une maison individuelle avec un chien sympathique qui faisait des bêtises et une femme blonde qui quand vous partez au travail souriait. Et vous étiez bien entendu blanc et plus ou moins correct, vous voyez, c'est-à-dire pas comme un indien tout petit, ça ne se fait pas ça. Et donc, la perception, la distorsion de perception, c'est la haine de soi. Vous comprenez? C'est la haine de soi de coloniser. C'est-à-dire, c'est la haine de soi parce que je ne suis pas comme il faut. Vous voyez, il y a un comme il faut et je ne suis pas comme il faut. Je me souviens une fois, j'avais lu dans un bouquin très connu, dans un autre monde, qui s'appelle Portnoy et son complexe. Il décrivait un truc très drôle, c'était que les Noirs américains, quand ils allaient au cinéma voir un film de Tarzan, ils s'identifiaient avec Tarzan. N'est-ce pas? C'est-à-dire ils s'identifiaient avec les... Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est ça la colonisation dans la tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette idée horrible, douloureuse, de ne pas être comme il faut. Et quand c'est cher Sigmund Freud dit le penis need, n'est-ce pas? C'est-à-dire la femme, qu'est-ce qu'il veut une femme? C'est évident, voyons. La femme veut un pénis, mais pas le pénis de son copain, elle veut avoir un pénis, c'est normal, pourquoi? Alors donc, c'est toute l'idéologie, tout le vécu structuré autour du manque à être, le manque à être, et c'est que Couche va définir comme le monde des non-serfs. Hein, le monde colonisé, c'est le monde des non-serfs. Pourquoi? Parce qu'on se définit que par défaut. Mais dans le monde colonial, c'est pas non plus que les gens sont complets ou accomplis. C'est-à-dire c'est la salle d'attente. Demain, je serai complet, etc. etc. Bon. Alors, cette violence-là est la violence coloniale. Alors nous, on dit, à vrai dire, nous, on va faire un premier tour décolonial. Le premier tour décolonial, de notre point de vue, dans tous les cas d'un point de vue de la théorie, hein, mais aussi de la pratique, c'est de lui donner à ces chers G une situation et un point de vue. Et de dire, non, c'est pas vrai du tout que G est un sujet sans corps, sans situation, sans économie, sans politique. Nous, la première chose qu'on va faire comme geste décolonial, c'est situer G. Dire G, effectivement, est voilà, un scientifique, un chercheur de l'époque du mercantilisme qui a besoin des mesures unifiées pour pouvoir commercer, etc., etc. Et on va dire, bon voilà, G est situé. Et c'est une situation aussi singulière que les autres. Et la séparation qui fait que G va produire, alors là, on le met plutôt, on la lève d'ici, ici on laisse X, et on va dire que ça, là ça mesure 1 mètre, n'est-ce pas? La barre de fer qui mesure 1 mètre est la production de G à partir de X, à partir de stimulus X, vous comprenez? C'est-à-dire que les gestes de colonial, c'est pour ça qu'on disait avec Bastien, il faut faire des surplaces, là, il faut faire des surplaces, parce que faire des surplaces, pourquoi? Parce que les gestes décoloniales, les gestes antipatriarcaux, n'est-ce pas, ne peuvent pas être simplement revendiqués contre une vraie science ou une science dominante, ma subjectivité. C'est un piège, vous comprenez? C'est un piège, parce que on garde l'idée de que l'autre, il voit ce qu'il voit scientifiquement, mais nous, on a notre subjectivité. Et au fait, non. Vous comprenez? Au fait, effectivement, le point de vue de G est un point de vue tout à fait situé, qui va produire un tas de choses, ça on va les voir, effectivement. Mais, effectivement, le premier geste, c'est de dire le savoir scientifique est géographiquement et historiquement situé. Alors, après, effectivement, quand on dit il est historiquement et géographiquement situé, nous revenons
à l'idée de que chaque situation, d'un point de vue monadique, chaque situation contient sous un mode particulier le monde. Hein? C'est l'hypothèse de que, puisqu'il n'y a pas une globalité englobante, le tout existe sous des modes différents, sous un mode englobé. Vous comprenez? La totalité, ce qu'on peut appeler la totalité, c'est-à-dire l'existant plus l'infini, n'est-ce pas? Parce que l'existant n'est pas dénombrable en soi. N'est-ce pas? La totalité ne peut être trouvée sous des modes différents que de façon englobée et non pas englobante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mondes, que le tout soit dans chaque situation, ça ne veut pas dire que le tout soit développé dans chaque situation. Pour le dire avec les jargons philosophiques, on dit qu'on le trouve sous un mode pléromatique, un plérome. Un plérome, ça veut dire ça. Un plérome, ça veut dire une sorte d'unité, on dirait aujourd'hui, génétique, vous voyez, c'est-à-dire tout potente, c'est-à-dire qu'elle peut se développer de différentes façons, mais il est tout en puissance, d'une certaine façon, dans chaque situation, et développé de façon différente. C'est compréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, alors, c'est tout, vous comprenez, c'est le tout, c'est-à-dire, le tout est dans chaque situation, ça veut dire alors, les États-Unis sont là, l'Arabie Saoudite est là, vous voyez, non, ça ne veut pas dire ça. C'est tout là, dans ce qu'on appelle la philosophie de l'organisme, c'est tout là est une dynamique. C'est pas, vous comprenez, c'est pas des choses développées. C'est pas que le tout qui est là est un tout dénombrable. Quand on dit le tout est de façon existe sous des modes enveloppés dans chaque situation, ça veut dire qu'effectivement, le principe organique, qui est le principe d'existence des choses, il est tout dans chaque situation. C'est compréhensible, ça? Je demande au moins aux courageux qui sont là. Après, les autres peuvent envoyer sur les sites des questions. Ceux qui sont sur Zoom peuvent envoyer des questions aussi. Mais je demande à vous. Vous voyez ces points-là, parce que ça, c'est un pas important. C'est un petit pas, mais qui franchit une frontière, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est qu'on nomme le tout. Vous voyez, ces fameuses phrases, vous voyez, que pour les élèves de terminale, ils ne peuvent que l'apprendre par cœur, vous voyez, de Leibniz qui dit « La monade n'a ni porte ni fenêtre et contient le monde ». Vous imaginez, si vous ne l'apprenez pas par cœur, vous ne l'apprenez pas parce que quelle est l'intuition de ces machins qui n'a ni porte ni fenêtre et qui contient le monde et qu'en plus n'est pas une monade unique, il y a d'autres monades. Qu'est-ce que c'est ça? Non? Soit tout est là, soit tout n'est pas là. Vous comprenez? Or, les tout en question, dans la philosophie de l'organisme, dans la philosophie spinozienne, leibnizienne et dans le taoïsme, non? C'est tout-là est un tout dynamique. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est les conditions d'existence de tout ce qui existe. Ça, c'est la déclination du tout. Dans chaque situation existent les conditions d'existence de tout ce qui peut être individué. C'est compréhensible? C'est-à-dire que pour chaque principe, pour chaque unité organique, pour que ce soit une unité organique, et par organisme, nous, on entend tout bêtement ce que décrit Kant de ce système dont la dynamique est la suivante, que chaque partie est pour et par l'autre, n'est-ce pas? Et qu'il y a une certaine autonomie d'existence. Non, on dirait une autopoïèse, un principe autopoïétique, bon, on peut le dire de différentes façons. Alors, nous nommons tout à ce qui est la condition de toute existence. Non pas un tout d'une série dénombrable, vous comprenez, mais la condition de toute existence. C'est bon. Or, entre les situations du monde, non,
du monde pour nommer les mondes où des situations existent, mais non pas comme une totalité englobante. Le monde, pas pour rien, est un principe colonial. Le monde, en tant qu'incluant toute situation, est un principe colonial. Par contre, nous pouvons, pour ne pas trop jargonner et pas être obligés d'inventer des néologismes comme certains autres, on peut dire que, bon, d'accord, on nomme un monde dorénavant plutôt à une multiplicité agencée, des situations. N'est-ce pas? Alors, effectivement, toute situation a, d'une façon ou d'une autre, une influence sur la situation voisine. Mais la seule situation qu'effectivement s'est imposée par la force est la situation coloniale de la modernité. C'est la caractéristique de la colonisation occidentale. C'est que la colonisation occidentale, effectivement, a construit un monde et a dit tout ce qu'il y a dans le monde correspond à cette vérité qui est la nôtre. Or, je continue à avancer. Hein. Alors, tiens, je regarde sur ma super montre. Or, qu'est-ce qu'il va faire G? Parce que je voudrais au moins arriver au relativisme. Qu'est-ce qu'il va faire G? G procède à un découpage pour produire le mètre mesurable. Et là, on ne parle plus donc d'un mètre qui existerait en soi, n'est-ce pas? Là, on parle d'un objet construit ici. Comment il fait G pour construire les mètres de la mesure? Eh bien, il va procéder à une série de séparations, n'est-ce pas, d'isolement. Et alors, c'est ce que Bohr va dire. Bohr écrit, Bohr, le physicien Bohr, il écrit. La physique ne décrit pas la nature, mais c'est ce que nous pouvons dire de la nature. Bohr, hein, le physicien Bohr. La physique, j'ai noté parce que tout le monde dit que mes situations sont inexactes, et c'est vrai, mais cette fois-ci, j'ai noté. Alors donc, Bohr va dire, la physique ne décrit pas la nature, mais c'est ce que nous pouvons dire de la nature, vous comprenez? C'est-à-dire que Bohr, il est déjà dans cette épistémologie post-modernité, pas post-moderne, mais post-modernité. C'est-à-dire, la nature, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est ce que nous pouvons dire. Eh bien, pour construire ces mètres-là mesurables, nous devons procéder à une série de séparations, des réductions, on dit dans le sens scientifique, on appelle ça la réduction nécessaire. Je vais réduire un objet, dans le sens de le réduire à une unité. Cette unité-là, comme on disait d'autrefois, non, le réel n'est pas numérique. Le réel n'est pas, c'est Deleuze, une phrase de Deleuze qui veut dire le réel n'est pas numérique et le numérique n'est pas réel. Vous comprenez? Le réel n'est pas numérique, ça veut dire que X n'est pas numérique, bien entendu, X n'est pas dénombrable, et le dénombrable n'est pas le réel. C'est compréhensible? À vrai dire, on est en train de faire du spirale autour du même point. Hein. Si vous me suivez, on est en train... Alors, ce qu'il va faire G, c'est que par la nécessité physique, historique, concrète des corps, de ce moment-là et cette époque-là, il va découper le réel en unités échangeables, numérisables, comptables, vous comprenez? Il a besoin, dans sa situation, il a besoin de ça. Le mec, dans une tribu de l'Amazon, a besoin d'autre chose. Il a besoin de connaître les cycles des arbres, les cycles de certains animaux, et ces cycles à lui, parce que c'est comme ça qu'il a besoin pour vivre. Galilée, dans le monde du mercantilisme, je vous rappelle quand même que le Vatican utilise les cartes de Galilée, même quand il proposait à Galilée de les passer sous la torture. Eh bien, dans le monde occidental colonial, Galilée, il a un besoin physique, objectif, pulsionnel, vous voyez, pour bien les donner une épaisseur auquel il aurait pu. Un réel dénombrable. De la même façon que l'autre, il a besoin de découper l'Amazonie en une série de cycles interagissants. Bon. Alors, à vrai dire, le découpage du réel de façon compréhensible et lié à notre corps, et donc un certain réductionnisme, elle est propre de toute connaissance. Vous voyez? C'est-à-dire que
quand l'Indien mythique, je sais pas, en Amazon ou en haut de la cordillère des Andes, il va vous décrire une montagne avec un tas de mots, de catégories, que nous, on ne les voit pas. Pourquoi? Eh bien, c'est le fameux exemple qui donne Mallory, que j'ai eu le plaisir de pas seulement connaître, mais de travailler un peu avec lui, qui est décédé il y a très peu de temps. Quand Jean Mallory va décrire la quantité, je ne me souviens pas combien de mots, ils ont les Inuits pour dire les mots blancs de la neige. Vous voyez, vous arrivez, vous dites, mais on va pas pinailler, c'est blanc. L'autre, pour ses besoins corporels, vous comprenez, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. C'est les besoins corporels, physiques, situés, qui fait que l'Inuit a, je sais pas, mettons, je m'excuse Mallory, mettons 15, je sais rien, peut-être plus, je sais pas. Si l'Inuit a besoin de 15, 20 mots pour décrire les différents blancs, et nous, avec un seul, ça nous suffit, c'est parce que nos corps situés dans nos besoins concrets n'ont pas besoin de 20 mots pour dire blanc. Et le corps de l'Inuit situé a besoin de 20 mots. Eh bien, Galilée, dans le monde du mercantilisme, dans le monde de l'accumulation primaire, non, qui va être pré-capitaliste, etc., il a besoin d'une mesure. Il a besoin de mesurer. Pourquoi? Parce que si je vais changer une vache contre des chaises, il faut bien que la chaise ait une unité commune avec la vache, qui est le numérique. Je vais donner une valeur numérique à la chaise en laissant derrière la valeur d'usage. Hein? Marx. Hein? C'est-à-dire j'abandonne la valeur d'usage et je vais vers la valeur de marché. Eh bien, alors, le problème, c'est que ce que va produire la situation G, non? Il va influencer de façon coloniale et oppressive chaque situation. Mais nous, on dit, on va situer G, vous vous rappelez la dernière fois, on va situer G comme un élément dans chaque situation. On va dire, G n'existe pas de façon englobante, mais forcé de reconnaître que, étant donné la puissance de la technologie, la puissance militaire, industrielle, etc., culturelle, du colonialisme, ce que G va produire fait partie, devient un vecteur de toute situation. Devient vecteur de toute situation. Alors G, c'est beaucoup de choses. Parce que G, entre autres, c'est aussi, je sais pas, les luttes féministes, les luttes prolétaires, vous comprenez? C'est tout ce qui va émerger dans l'Occident aussi va devenir un vecteur de chaque situation, mais sous la forme dans laquelle il peut exister dans chaque situation. Sous la forme dans laquelle il peut exister dans chaque situation. Alors, quelle est la différence alors, en quoi une théorie de la situation n'est pas relativiste? Pourquoi ce n'est pas le relativisme culturel? Le relativisme culturel va dire chacun est dans sa situation historico-culturelle et il n'y a aucun contact avec l'autre et aucun pont. N'est-ce pas? Alors nous déjà on dit, à vrai dire, il y a une totalité qui est incluse dans chaque situation et cette totalité, effectivement, a quelque chose d'universel concret. C'est-à-dire que le mode d'existence de cette totalité est le même comme dynamique parce qu'elle est la condition d'existence. Mais il y a une autre raison, que je réponds là aux Italiens, il y a une autre raison fondamentale, c'est que le relativisme, non, qui veut dire il n'y a pas de référent universel, est un tout petit peu un sophisme. Parce que si vraiment, et effectivement d'après nos hypothèses et notre position, il n'y a pas de référent universel, vous voyez, G n'est pas le référent universel. Mais s'il n'y a pas d'universel, ben, il n'y a pas de relatif non plus, vous comprenez? C'est-à-dire que le relatif se positionne de façon binaire contre un universel. Or, nous, on dit, la théorie de la situation n'est pas relativiste pour deux choses. Une, parce qu'aucune situation est étrangère à tout ce qui arrive dans la multiplicité du monde. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire les féminismes
est né dans une situation, mais dans tel pays fondamentaliste, ça correspond un peu à nous. Je me souviens d'un discours d'un président chinois, à l'époque de Chirac ici, que quand Chirac, comme font les gouvernements français pour négocier avec des dictatures, etc., ils disent oui, mais les droits de l'homme. Alors le président chinois leur a répondu, mais vous savez, les droits de l'homme font partie de votre culture, chez nous c'est différent. Vous voyez? Alors donc effectivement, on ne peut pas donner cette réponse. Pourquoi on ne peut pas donner cette réponse? On ne peut pas donner cette réponse parce que la multiplicité de ce qui constitue un monde, pour dire comme ça, n'est-ce pas, n'est pas une multiplicité de dispersion, c'est une multiplicité agencée parce que c'est un multiple. Ça, ce sont des termes de néoplatonisme, n'est-ce pas? Un multiple. La multiplicité pure n'existait pas. Alors, dit d'une autre façon, comme on l'a dit avant, et vraiment on tourne autour du même sujet, pas tout est possible. Vous comprenez? Pas tout est possible. Ça serait ça une image de multiplicité dispersive. Vous voyez? Une multiplicité dispersive, ça serait une multiplicité dans laquelle les multiples obéissent à une sorte de caprice tout à fait déconnecté. Sauf que le fait même d'exister en tant que multiple déjà fait que ce soit un multiple. Vous comprenez? Un multiple, c'est pas une... Alors, moi je pense que les pièges du relativisme culturel et les pièges dans lesquels effectivement on va vers des positions guerrières, des positions non réconciliables, dans lesquelles effectivement on ne peut, dans aucun point de vue, produire du commun, parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire du commun. Or, le commun est productible dans n'importe quelle situation, parce que les situations s'agencent en construisant de nouvelles unités organiques, vous comprenez? C'est-à-dire que les situations, là, à fin d'explication, je fais des situations comme ça, mais les situations sont toujours intriquées les unes avec les autres. Alors, à vrai dire, le relativisme culturel qui aujourd'hui est très très puissant, hein, c'est-à-dire il est puissant et en plus, même il contamine beaucoup le mouvement décolonial. Hein, c'est-à-dire le mouvement décolonial aussi va considérer que les vérités, la culture européenne par exemple, c'est une culture relative par rapport à nous, rien à voir. Vous voyez, alors on va dire, on refuse la science occidentale, on va produire une science décoloniale, n'est-ce pas? Et à vrai dire, ce type de positions sont des positions idéologiques, hein, mais qui partent d'un sophisme qui est sophisme de qu'il y aurait des multiplicités existantes qui ne pourraient dans aucun cas créer du commun. Alors par rapport à ça, effectivement, puisque finalement on fait un petit pas en avant, mais avec la volonté de faire des surplaces sur ces points très importants, eh bien, nous on dit, d'un point de vue épistémologique et éthique, dans le sens de l'éthique de Spinoza, le commun n'est jamais ce qui est donné. Le commun n'est pas la donne. Le commun, c'est ce qu'on fait avec la donne. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, pas peu importe la donne, pas du tout. C'est avec notre donne, c'est avec ce qui nous constitue, qu'à travers une pratique, on peut produire du commun. Vous comprenez? Donc, en principe, le relativisme va procéder de la même façon que l'universalisme abstrait. Il va dire, le commun est donné. Vous voyez? Alors, le commun de l'universalisme abstrait, c'est l'humanisme abstrait que Marx critique. Marx va critiquer l'humanisme abstrait dans un bouquin très connu qui s'appelle La question juive, dans lequel il va expliquer que l'humanisme abstrait consiste à vider, c'est ce qu'explique Marx clairement, hein, vider l'humain de toute détermination singulière, matérielle, historique, les vider et dire tous les hommes sont égaux, mais pour peu qu'ils se vident de toute singularité. Là, on pourrait reconnaître tout à fait l'intégration à la française. Non, c'est-à-dire, les Français, ils disent nous, on veut intégrer tout le monde parce qu'on est humaniste, mais la toute petite condition pour t'intégrer, Salmetek,
c'est que tu te désintègres dans ta singularité. Si tu te désintègres dans ta singularité, et donc ta singularité reste comme une petite trait mignon, vous voyez, tu es un peu plus bronzé, tu es un peu moins catholique, tu es une femme, n'est-ce pas? Alors on t'intègre. On t'intègre. Si tu peux te désintégrer dans ta singularité, on t'intègre. Bon, cette intégration-là, effectivement, c'est l'intégration de l'humanisme, dans le sens auquel il va dire le commun est prédonné. Vous comprenez? Alors, par exemple, si moi j'ai dit, en parlant tribalement, par exemple, j'ai dit les Mapuches ont quelque chose en commun parce qu'ils sont Mapuches. Non? Les Français ont quelque chose en commun parce qu'ils sont Français. Voilà, je suis en train de dire la donne conditionne les communs, ou la donne pire encore est les communs. Alors nous on dit non, les communs ne s'identifient jamais à la donne. Il suffit de construire toutes les chimères, utopies horribles des nations-États, etc., n'est-ce pas, pour voir comment on met des gens qui partagent une donne importante, n'est-ce pas, pour voir qu'effectivement ça ne crée pas du commun du tout. Hein, ça ne crée pas du commun du tout. C'est-à-dire que quand on met des gens ensemble pour la donne, ça ne crée pas du commun. Par exemple, quand on dit la nation Mapuche, à vrai dire, quand on dit la nation Mapuche, on est en train de dire une minorité de l'ethnie Mapuche qui vit d'après certains principes, qui combat d'après certains principes, et qui effectivement produisent un commun Mapuche. Non? On a une Chilienne ici. Non? Que, vous savez, les Mapuches au Chili, ils ont un traité de paix avec l'État chilien. Un traité de paix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté jamais la colonisation, etc. etc. Bon, même les présidents des ultra-gauche actuels les répriment très fortement pour essayer de les intégrer. C'est-à-dire pour les intégrer. Mais ces Mapuches qui combattent l'État chilien, ce n'est pas les Mapuches dans le sens démographique, sociologique. C'est une partie de l'ethnie Mapuche avec des Blancs, avec d'autres Indiens qui sont un peu pas trop Mapuche, vous voyez, qui construisent du commun par l'action. Alors, le relativisme culturel part de la même vision réactionnaire, pour dire comme ça, vision réactionnaire dans le sens vital, hein, de dire nous qui avons une identité commune, on ne peut pas se comprendre avec les voisins qui ont une identité commune à eux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de dire là, c'est une aberration, dire que les communs s'identifient avec la donne. Et c'est un tout petit peu la différence qui va faire Marx quand il parle des prolétariats. Marx, il ne parle pas des ouvriers. Vous voyez, Marx, quand il parle des prolétariats, il va dire les prolétariats en soi et les prolétariats pour soi. Le prolétariat n'est pas révolutionnaire en soi. Parce qu'on dit, mais regarde, lui, le prolétaire est tout à fait d'accord avec le capitalisme. Il dit non, le prolétariat révolutionnaire dont on parlait à Marx, c'est le prolétariat qu'il dit pour soi. Ça veut dire quoi? Le prolétariat qui est dans une action commune avec des intellectuels, avec des petits bourgeois, avec des artistes, vous comprenez? C'est-à-dire avec ces communs-là, constitue un ensemble qui va s'appeler ensemble prolétaire. Alors, la théorie situationnelle n'est pas relativiste pour tout ça. La théorie situationnelle n'est pas relativiste parce qu'effectivement, si les situations peuvent s'agencer, si les situations peuvent créer de nouvelles unités organiques, c'est parce qu'effectivement, nous devons refuser toutes ces idées réactionnaires actuelles. Par exemple, quand on dit « est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie ?» Vous comprenez? Quand on dit ça, on est en train de substantialiser de façon coloniale deux choses, deux entités. On est en train de substantialiser l'islam, comme si l'islam avait quelque chose en commun en soi, et on est en train de substantialiser la démocratie, en oubliant que la démocratie implique, en principe, on a du mal à la reconnaître aujourd'hui, mais bon, la démocratie en principe implique les devenirs d'un projet commun. Vous voyez, c'est la constitution argentine qui dit pour tous les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent habiter et construire l'Argentine. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est cette idée
de certains pays latino-américains dans lesquels l'idée c'est, eh bien, c'est ce qu'ils veulent construire. Hein, c'est-à-dire que finalement, vous imaginez-vous l'horreur de dire si les communs étaient fixés par la donne, j'aurais beaucoup en commun avec les dictateurs Videla ou avec Milei aujourd'hui. Vous voyez, on dit, mais non, je n'ai rien en commun, oui. J'ai les vêtements et les affaires. Mais vas-y, la comédienne qui jouait derrière, je vais juste récupérer les affaires. Absolument. Mon matériel. Ce que tu veux. Mais juste récupère ce que tu avais. Il ne faut pas partir avec plus que tu as porté. Oui, non. Par contre, là, il y aura encore des choses que je récupérerai après quand je vais démonter, ou il vaut mieux que je fasse une seule fois? Comme tu veux, comme tu veux. Bon, je vais faire 2 allers-retours, j'amène tout là-bas. Dans 30 minutes. Ah bon, bah du coup, ça, je le laisse là et je viendrai chercher après. D'accord. Voilà. Bien. Alors donc, cette idée, n'est-ce pas, de le commun comme la donne, voilà, c'est un élément qu'on a beaucoup développé ici, mais que dans cette tentative pour fixer un tout petit peu ce qui est la théorie, la pensée décoloniale dans sa version situationnelle, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si est-ce qu'on continue un peu plus. Il y a juste un... par rapport à la mathématisation, Galilée, que tu avais dit déjà la précédente séance, mais il ne faudrait pas croire qu'on est en train de dire la mathématisation du monde ou du réel est un problème en soi. Hein. On n'est pas en train de faire un deuxième procès à ce pauvre Galilée. Le problème intervient, c'est que justement vous abolissez la différence irréductible qu'il y a entre la carte et le territoire. C'est-à-dire, c'est quand vous affirmez que le réel coïncide avec une séparation numérique. C'est-à-dire que dans l'action de Deleuze qu'on a citée, hein, la division réelle n'est pas numérique et la division numérique n'est pas réelle, il faudrait rajouter que la séparation numérique exige une cause extérieure à laquelle elle renvoie. C'est pour ça que lorsqu'on affirme le monde est algorithmique, c'est soumettre le vivant à une cause extérieure. C'est aussi dans ce sens-là où cette affirmation est profondément réactionnaire. Mais juste bien préciser que ce n'est pas un procès à la mathématisation en soi, hein, du monde et du réel. C'est effectivement ce moment où on arrête de faire comme si. Hein, c'est le moment où on n'est plus comme si. Voilà, oui, oui. La question, on pourrait la dire aussi en disant un mode de traitement du réel n'est pas le réel. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais ni pour les colonisateurs, ni pour les colonisés. C'est-à-dire que le mode de traitement du réel, donc les rapports avec X, n'est pas le réel. Parce que le réel ne se dévoile pas comme une vérité qui pourrait se dévoiler. Le réel, c'est ce qui permet ou ne permet pas un mode d'individuation, un développement de la réalité. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, moi je pense d'une part, on l'a dit aussi, que vouloir opposer à la science occidentale des sciences locales est une erreur, n'est-ce pas? Parce que la science veut dire quelque chose de très concret et qui est né dans une géographie et une histoire concrète. Alors, effectivement, nous pouvons toujours dire, puisque la science, de toute façon, les facteurs G existent dans chaque situation, eh bien, c'est là où le problème de l'algorithmisation apparaît, parce que l'algorithmisation, et c'était le point à avancer, mais ça sera pour la prochaine fois, sinon ça ferait trop. Effectivement, la science et la haute technologie, nous pouvons l'interpréter comme l'émergence dans chaque situation d'un vecteur très très fort. Vous voyez, un vecteur très très fort. C'est-à-dire qu'un vecteur qui va influencer la situation. Alors, la science ou la technologie, elle se comporte comme si elle était effectivement non pas seulement le tout de la situation, mais dans l'hypothèse, dans les axiomes, je ne sais pas comment dire, non, dans les principes d'après lesquels le réel est algorithmique, hein, le monde est algorithmique, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, bon, c'est ce réalisme-là, mais ça veut dire que de toute façon, nous devons lire
l'ensemble de chaque situation d'après les principes algorithmiques. D'accord. Nous, on peut contester ça. On peut contester ça, on conteste ça. Mais la question et les grands défis, c'est que quand il apparaît, dans une situation concrète, apparaît un vecteur trop puissant, et la technologie est un facteur trop puissant. C'est tout ce qu'on peut dire d'une façon un peu naïve et floue. On peut dire la technologie, la haute technologie, la technologie algorithmique est un vecteur très puissant qui existe dans toute situation, qui contamine toute situation. Notre problème, et c'est ce qu'on va voir la fois suivante avec la comparaison avec les tools génétiques, la fois, n'est-ce pas? Bien. Notre problème, c'est que même si on comprend qu'il n'y a pas une globalité englobante, nous ne savons pas faire, mais vraiment personne ne sait faire dans chaque situation avec les vecteurs technologiques. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire pour que les vecteurs technologiques, en tant que vecteurs trop forts, n'écrasent pas l'ensemble des vecteurs de la situation. Alors, moi je ne sais pas comment on peut effacer ça, mais bon. Quelqu'un a un Kleenex? Est-ce qu'il n'y a pas là deux impasses, c'est-à-dire qu'on a changé de sujet? Non. Bastien parle de l'algorithmisation, la robotisation, etc., la mécanisation, mais ce qu'il dit avant sur le commun, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que le commun n'est pas une donne, ça se dit bien en allemand, parce que c'est pas donné, c'est ordonné. C'est pas aufgegeben, c'est-à-dire c'est du tâche. Il y a deux choses différentes. Là, on a complètement changé de sujet. L'algorithmisation du monde, le terrain et le territoire et la carte, et puis comment faire du commun. C'est deux sujets différents, non? Oui, oui. Mais la question est la suivante. Là, les points, on va les développer la prochaine fois, mais les points pour introduire ça. Le problème, c'est que la colonisation algorithmique, c'est dont nous parlons, mais que dans la mouvance décoloniale, on n'en parlait pas beaucoup, etc. La colonisation algorithmique n'agit pas comme j'ai. C'est-à-dire que la colonisation algorithmique ne va pas dire j'enveloppe le monde. Il va dire et se comporter d'une façon tout à fait différente. Il va dire tous les mondes, toutes les dimensions sont faites algorithmiquement. Vous comprenez? Correspond, c'est que l'algorithme, les modèles algorithmiques est l'envers et revers du réel. Tu comprends? C'est ça l'idée. Donc, la colonisation algorithmique, c'est parce que dans une situation avec une série de vecteurs, peu importe, les vecteurs c'est les animaux, la végétation, le climat, etc., ce qui va créer une situation, la culture, peu importe, apparaît dès l'intérieur de la situation un vecteur trop fort, vous comprenez, qui va coloniser dès l'intérieur, de la situation, va coloniser tous les éléments de la situation. C'est-à-dire que petit à petit, tout dans chaque situation, aussi différent soit-elle la situation, tout va être traité de façon algorithmique. C'est la délégation massive, et maintenant avec l'intelligence artificielle, ça s'accélère énormément. Il y a une délégation massive, vous comprenez, vers les vecteurs algorithmiques, non, qui ne prétendent pas coloniser, se présentent et est utilisé comme si c'était la vérité de chaque vecteur. Alors, là, on va s'arrêter avec ce que je veux dire là maintenant. Nous disons que dans chaque situation, les vecteurs situationnels produisent une résultante. Une résultante. Une résultante, ça veut dire une résultante, c'est-à-dire ça veut dire que
dans l'interaction de tous les vecteurs, dans un espace vectoriel, n'est-ce pas? Dans un espace vectoriel, l'interaction avec tous les vecteurs va produire une résultante. La résultante n'est plus moins que l'action de la situation. Comment va agir la situation? En enveloppant tous les éléments. Mais de quelle façon? De quelle façon agit la résultante? La résultante, c'est le seul vecteur qui n'a pas une réalité physique. N'est-ce pas? La résultante, elle existe que dans chaque vecteur. Elle se manifeste dans chaque vecteur de façon différente. D'accord? La résultante d'un système de force, hein, physique, mécanique, hein, la résultante de chaque d'un système, d'un espace vectoriel n'a pas une existence physique. Ça sont des existences physiques, matérielles. La résultante, elle se manifeste d'une façon différente à l'intérieur de chaque vecteur. Vous comprenez? Bien. Alors, ce qui prétend, et c'est là où je vais m'arrêter, ce qui prétend aujourd'hui le scientisme technologique, hein, c'est que les vecteurs technologiques et la résultante. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui va nier, ce qui va être nié aujourd'hui, c'est qu'entre l'espace vectoriel et la résultante, il y a une discontinuité. C'est-à-dire que pour plus fort que soit un vecteur qui colonise, qui contamine les autres, qui écrase les autres, peu importe, pour plus fort que soit un vecteur, il n'est jamais la résultante. C'est-à-dire qu'il y a une discontinuité structurelle entre l'espace vectoriel, c'est-à-dire les éléments objectivement existants dans une situation, et la résultante de la situation. L'idéologie algorithmique actuelle, qui est la colonisation algorithmique, consiste à dire, à vrai dire, les vecteurs très très forts de la technologie et hein, la résultante. C'est pourquoi nous devons tranquillement déléguer toutes les fonctions des autres vecteurs vers la résultante algorithmique. Ce que nous disons, c'est que la résultante, pour plus fort que soient ces vecteurs, la résultante, elle est toujours en discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'incertitude, d'imprédictibilité qui, poum, rentre des contrabandes dans le système. Vous comprenez pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, la résultante n'est pas maîtrisable. Et ça qui est dit comme ça à 10h30 presque du soir semble un peu bon, et alors, bah, ça c'est ni plus ni moins que l'échec stratégique de toute algorithmisation des différentes fonctions de l'humanité culturelle, industrielle, vous comprenez? Parce que dans la croyance scientiste de la prédictibilité algorithmique, qu'algorithme veut dire calcul, hein, c'est calculé, dans la croyance scientiste, dans la prédictibilité algorithmique, bah, on est en train de s'avaler un cheval de Troie, parce que, quelle qu'elle soit la force d'un des vecteurs de l'espace vectoriel, il y a une discontinuité qui introduit une imprédictibilité absolue. Ce que nous ne savons pas faire, c'est interagir avec les vecteurs forts, et nous ne savons pas non plus faire, c'est nous servir de l'imprédictibilité pour comprendre la situation d'une autre façon. Hein? Alors là, bon voilà, c'est ni plus ni moins que pour ceux qui se rappellent, c'est un peu lourd. Mais c'est pour ça qu'on revient sur... c'est pour ça qu'on revient. Mais alors, puisqu'on revient, c'est ni plus ni moins que... Moi, j'ai cité plusieurs fois dans la guerre et paix les fameux maréchal Kouzutov. Je ne me souviens pas s'il était maréchal, mais disons que c'était maréchal Kouzutov. Qu'est-ce qu'il fait, Kouzutov? Kouzutov, je pense que c'est comme ça, ou Kouzutov, peu importe. Je vois qu'il y a
pas de lecteur de Kutuzov. Merci, il y a un lecteur Kutuzov. Et le général. Et le général de Kutuzov. Voilà. Alors il y en a deux lecteurs de Tolstoï, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le général Kutuzov? Vous vous rappelez? Alors, il y a les forces napoléoniennes qui attaquent, ils commencent la bataille, il y a tous les autres généraux russes qui sont autour de Kutuzov, ils disent mais il faut agir, il faut faire, non? Et Kutuzov reste absolument impavide, tranquille, et il croit qu'il dort. Il dit mais les vieux dorment, même ils disent il va falloir quand même les changer, ils sont très inquiets. Il y avait au bout d'un moment, Kutuzov, il dit il faut attaquer par là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins, pour celles que ça l'intéresse, une description magistrale des troisième genre de connaissance de Spinoza. C'est la connaissance par la situation. Vous comprenez? Une connaissance absolument dépersonnalisée. Kutuzov, il hume, vous voyez, la situation. Il se dissout dans la perception de la situation. Non? Et donc, dans son non-agir, pour retomber sur les pattes et pour ressentir la séance suivante avec Manon, pour non-agir, il n'agit pas comme les demandent les autres, comme fait Napoléon, il accompagne l'action de la situation. Vous comprenez? Il piche de quel côté commence à se développer la résultante, et c'est ça les limites de toute action humaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en voyant de quel côté va la résultante, en percevant les vecteurs, tout ce qu'on peut faire, parce que les non-agir, ce n'est pas un non-faire, hein, c'est effectivement piger de quel côté il faut appuyer, pour dire comme ça. De quel côté il faut appuyer. Hein. Alors Manon, elle est maître d'aïkido, alors physiquement elle sait cette histoire d'appuyer, pour moi c'est un peu théorique, mais effectivement, ce que fait Kutuzov, c'est-à-dire c'est non-agir qui permet l'action, mais l'action vraiment, alors non plus en tant que sujet. Kutuzov n'est pas un sujet. Il se prête à la situation. Hein? Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu la prochaine fois. À vrai dire, bon voilà, je répète là que ce que j'ai demandé à Manon, c'est d'expliquer un tout petit peu son point de vue de non-agir, son point de vue d'après son expérience, qui est une expérience qui passe par le corps, hein, qui passe par le corps, parce que depuis 50 années qu'existent ces différents dojos, etc., ces savoirs-là est un savoir qui passe par l'expérience corporelle. Voilà. Alors, voilà, la prochaine séance, c'est le 3 avril, mercredi 3 avril. Et je vous rappelle que sur le site, on va mettre l'annonce pour la présentation de Nicolas Lambert de 22 mars. Voilà, le 22 mars, que c'est quand même une date historique en France, quand même. Voilà, et alors n'oubliez pas, pour ceux qui nous regardent par Zoom et par YouTube, que le 3 avril sera déjà le printemps. Alors vous pouvez sortir de la grotte et venir massivement au 21 Terre, rue Voltaire, pour participer de notre prochain séminaire. Ils hibernent. Ils hibernent. Voilà.